culture d'islam d'Abdelwahab Medeb. Françoise Michaud, vous êtes professeure d'histoire médiévale des pays d'islam à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez le laboratoire de recherche islam médiéval et présidez le conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux. Et vos recherches portent principalement sur les savoirs et la société dans le Proche-Orient arabe, 7e, 13e siècle. Je vous reçois suite à la publication de votre livre qui a pour titre « Les débuts de l'islam », comme sous-titre accompagnant le titre « Jalons pour une nouvelle histoire ». Le livre est paru aux éditions Terraèdre dans la collection qui s'appelle L'islam en débat. Terraèdre, peut-être un éditeur pas très connu, mais c'est une belle collection. Nous avons reçu déjà un certain nombre d'auteurs qui y ont participé, qui ont contribué à sa richesse. Et l'islam en débat, vraiment, on est au cœur. C'est-à-dire, votre livre est tout à fait légitime parce qu'on est en plein débat. Vous faites, Françoise Michaud, une synthèse brillante, je dois dire, très claire, complète, sur le très grand débat ouvert, le chantier sur ce qu'on appelle Early Islam en anglais et en français on hésite, bon, début, Islam premier. Alors on hésite sur Early Islam parce que, en fait, Early Islam est en écho à Late Antiquity. Il y a depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années tout un courant qui tend à rattacher les débuts de l'islam à la fin de l'Antiquité tardive. À l'Antiquité tardive. Alors, l'Antiquité tardive est par contre une expression de l'historiographie française. Absolument. Late Antiquité est maintenant traduit en français. Le concept d'Antiquité tardive s'est imposé dans le paysage historiographique français. En revanche, ce qui va avec, si je puis dire, Late Antiquity and Early Islam, Late Antiquity and Early Islam, c'est d'ailleurs le titre d'une collection extrêmement importante. 25 volumes, je crois. Oui, voilà. Oui. Une collection très, très importante. Mais le concept de Early Islam ne s'est pas encore vraiment imposé en France. Alors on traduit, moi j'ai proposé les débuts de l'islam, et vous trouvez aussi chez d'autres collègues ou d'autres auteurs ou d'autres historiens, islam premier, islam des débuts, islam naissant, et même chez certains islam primitif, ce qui est évidemment peu recevable. Oui, puisque maintenant on parle même plus d'art primitif, hein, voilà. On parle d'art premier, je ne sais pas si c'est plus heureux, mais enfin bon. Voilà. Moi je pensais plus simplement les débuts de l'islam, et cela correspond effectivement à un courant historiographique qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, mais principalement outre-Manche et dans les pays anglo-saxons, et donc essentiellement des recherches de langue anglaise. C'est vrai que les auteurs français sont peu nombreux. Il y en a, il faut quand même... Sur la problématique, en tous les cas, cette espèce de remise, l'ouverture du chantier sur la question des débuts de l'islam, de cet early islam, où évidemment, ce qui est en jeu en premier, avant toute chose, et vous consacrez des chapitres brillants là-dessus, la question de la biographie de Mohammed, le prophète, et fondateur de l'islam, et la question du Coran et de la formation du Coran, disons. Tout à fait. Voilà. Ce sont les deux très grandes questions. À mon avis, celle qui prime, et c'est sur ça qu'on va essayer de focaliser notre regard, même si vous attachez de l'importance, évidemment, à la question aussi proprement historique des deux premiers empires. Je comprends que vous ayez souhaité qu'on parle davantage de la biographie de Mohammed et du Coran, et c'est bien évidemment des questions centrales, décisives. Mais je voudrais quand même signaler que d'autres questions qui sont peut-être plus historiques au sens factuel, événementiel, me semblent aussi fondamentales, dans la mesure où cette période de formation de l'islam, c'est aussi la période où naît un empire, où se forme un État, et où se posent finalement les bases de ce qui va être jusqu'à aujourd'hui, une certaine manière,
pour les musulmans de vivre leur religion en se référant ne serait-ce qu'au droit. Hein. Je ne parlerai que du droit, même pas en termes de pouvoir. Donc, je pense qu'il est important aussi de prendre une exacte mesure des renouvellements dans ce domaine, ne serait-ce que pour peut-être remettre aussi en question l'idée que, par exemple, dans le domaine du droit, de la fiscalité, de l'administration, de l'organisation sociale, des questions aussi fondamentales, par exemple, que celle du mariage. Donc, revenir sur l'idée que tout ceci aura été en place dès les origines, hein, dès la prédication de Mohammed et dès les premières conquêtes. Donc, je pense aussi que ces aspects apparemment, disons, plus factuels, plus événementiels, plus politiques, sont extrêmement importants à prendre en compte pour mieux comprendre ce qu'a été l'islam à ses origines, cet early islam. Mais nous parlerons très volontiers hein, de la biographie de Mohammed. Et précisément, vous évoquiez à l'instant la place plus discrète, on va dire, tenue par les Français. Mais c'est en 1996 que notre collègue Jacqueline Chaby a publié, donc 1996, hein, c'est quand même déjà un certain temps, un article tout à fait remarquable dont j'ai repris le titre, hein, L'impossible biographie de Mohammed. Justement, ce qui est le plus important sur cette question, c'est la critique des sources. C'est à partir de la Sira que sont écrites toutes les biographies de Mohammed que l'on peut trouver en librairie. Et il y en a d'excellentes, comme celle de Maxime Rodinson ou celle de Watt et bien d'autres. Hein. Mais tous ces auteurs travaillent à partir de la Sira. Et ils font en quelque sorte un tri dans la Sira. Et par exemple, ils vont retenir le récit de la bataille de Badr, ce premier grand conflit entre Mohammed et ses compagnons après l'émigration à Médine, et les Mécois avec à leur tête les Omeyyades. Ce récit de la bataille de Badr, qui renvoie donc à un type de récit que l'on connaît bien en tant qu'historien, le récit d'une bataille, le conflit entre deux groupes, entre deux villes, est retenu comme un événement non seulement plausible, mais disons à l'historicité pratiquement assurée. Inversement, vous trouvez dans la Sira le récit du voyage nocturne de Mohammed. Selon ce beau récit, Mohammed aurait été, de manière mystérieuse et miraculeuse tout à la fois, transporté de nuit depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, chevauchait une jumante ailée, et de Jérusalem, il serait monté au ciel, rencontrant successivement tous les prophètes de la tradition biblique. Ce magnifique récit trouve son origine dans un verset un peu énigmatique hein, du Coran qui fait allusion simplement à celui, dit ce verset, gloire à celui qui a conduit son serviteur depuis la mosquée sacrée
jusqu'à la mosquée éloignée, donc qui a été interprétée comme ce voyage nocturne. Dont nous avons béni l'alentour. Voilà. Et ce récit est un récit très connu parce qu'il a donné lieu à de très belles amplifications, à la fois littéraires et artistiques. Benchir avait publié... Topos spirituel aussi, soufi. Voilà. Benchir avait publié, pardonnez-moi, il y a quelques années, l'un de ses manuscrits absolument d'époque timouride, dont l'illustration est absolument magnifique. Vous avez raison, ce récit a été aussi traduit en Occident sous le titre de L'échelle de Mohammed. Le livre de l'échelle, oui, le livre de la Scala. Voilà. Et il est vraisemblable que Dante en a eu connaissance et cela lui aurait suggéré en quelque sorte la Divine Comédie. La Divine Comédie, oui, bien oui, sûr. Oui. Mais si je reviens maintenant à ce récit de la Sira, ce récit de la Sira est considéré par des savants comme Rodinson, Watt, etc., comme de l'ordre de la légende. Cela va de soi. Ça va de soi. Donc il est exclu. Mais il est exclu des biographies habituelles de Mohammed, ou alors il y a en effet allusion, mais de manière critique, pour dire c'est une légende, c'est une affabulation, c'est un mythe. Voilà. Mais la distinction entre les deux repose uniquement sur le jugement de l'historien d'aujourd'hui, qui fait le tri, comme vous le disiez, entre ce qu'il considère comme recevable et ce qu'il considère comme non recevable sur le plan historique. Donc on est là dans la tradition, disons, la pure et la bonne tradition historico-critique, disons. Alors, il est vrai que dans les années 70, ce raz-de-marée nous est venu d'auteurs comme Wansbrough ou Crone. Wansbrough, le premier, c'est lui qui a jeté le pavé dans la mare. Absolument, Wansbrough. Et lui, alors là, qui concerne plus le Coran que la vie du prophète. Oui, mais en fait, sur le fait que le Coran serait en fait un livre élaboré, dans le meilleur des cas, vers les années 800. Oui. Non, enfin 8e, même pas 7e. Oui, non, enfin 8e. Mais la fine pointe qu'on peut des recherches de Wansbrough et reprise par notamment Patricia Crone, c'est précisément de dire que ces sources dont nous disposons, c'est-à-dire ces textes qui nous relatent les débuts de l'islam, la vie de Mohammed notamment, mais aussi les premières conquêtes, la formation de l'Empire islamique, ou aussi les hadiths qui rapportent les paroles et les faits du prophètes, ont été écrits à une époque si tardive et dans un contexte si différent que ces textes ne sont pas recevables. Plus précisément, ces textes ont été écrits tels qu'ils nous sont conservés, tels que nous sont parvenus au IXe siècle. On disait tout à l'heure Ibn Hisham pour la Sira du prophète dans les années 800-820. Ces textes ont été écrits donc dans un contexte totalement différent de celui de l'islam des origines. Les auteurs, qu'ils soient les auteurs de la Sira comme Ibn Hisham, des chroniqueurs comme Yarkoubi ou Balazuri, ou qu'ils soient des compilateurs de hadiths comme Bukhari, ou des exégètes comme Tabari un peu plus tardif. Oui. Mais disons qu'ils écrivent tous dans un contexte totalement différent de celui de l'islam des origines. Ils écrivent en un temps où l'islam comme religion s'est imposé. L'islam comme religion s'est imposé face aux autres monothéismes, le christianisme et le judaïsme, également face au manichéisme. L'islam est fixé dans son dogme, ses pratiques, son droit. Ils écrivent en un temps où l'empire islamique a bouleversé l'histoire du bassin méditerranéen, avec l'installation des Omeyyades puis des Abbassides à partir de 750. Bref, on est face non seulement à quelque chose qui correspond à un dogme déjà élaboré et à une histoire officielle. Voilà, il y a un dogme élaboré, il y a des pratiques, y compris des pratiques juridiques fixées, il y a un islam triomphant auquel se sont ralliés des milliers ou des dizaines de milliers d'habitants, disons, des pays conquis, et il y a un empire, même si cet empire connaît une histoire complexe, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc ils écrivent, dans quel but? Ils écrivent en fait finalement pour, on pourrait dire, un quadruple but. Premièrement, ils écrivent pour justifier la figure prophétique, ou pour même presque construire la figure prophétique. Ils écrivent pour montrer que Mohammed était un prophète. Ils répondent ainsi aux critiques qui ont été
faites notamment par les chrétiens contre la figure d'un prophète. Ou par les juifs, d'ailleurs. Ou aussi. les juifs, Oui. mais je pense que ce sont les chrétiens qui étaient particulièrement virulents contre la figure d'un prophète combattant et d'un prophète ayant une vie humaine bien connue. Charnel, disons. Voilà, charnel, voyons, Voilà. disons-le. Donc ces critiques sont très... Donc ces auteurs du IXe siècle, ces savants musulmans du IXe siècle, construisent une figure Une prophétique. figure d'exemplarité aussi. Absolument, une figure d'exemplarité. Mohammed doit être Donc l'exemple. forcément idéalisé, c'est ça. Voilà. Évidemment. Donc ça, c'est le premier but. Le second but aussi, c'est de justifier cette communauté, de consolider, de fortifier, ou même, je dirais plus exactement, de donner des assises à cette communauté musulmane. Et pour cela, comme nous l'évoquions tout à l'heure, ils vont présenter l'islam comme déjà formé dès les origines. Donc donner une référence très ancienne au droit, aux pratiques, aux dogmes, aux rites. Et ils vont gommer en quelque sorte une phase d'élaboration de l'islam dans ses diverses dimensions. Donc fortifier la communauté, mais aussi justifier la domination sur les pays conquis. Justifier la domination, cela veut dire écrire l'histoire des conquêtes d'une certaine manière. Ça, c'est le troisième c'est mon troisième but. Voilà. Et j'en arrive au quatrième, qui est aussi... Donc les fameuses Marazis, c'est ça. Voilà, les Marazis. Et les Fatah après, le Fatah après les Marazis. Voilà, Oui. ces récits des conquêtes, Oui. les Marazis, c'est-à-dire C'est les récits les batailles. des premières conquêtes, celles C'est ça. menées par Mohammed, et puis le récit des futur, des conquêtes à proprement parler, menées par... les premiers califes, oui. Exactement. Et puis le quatrième but, c'est de justifier aussi le pouvoir des Abbassides. Et le justifier notamment face aux détracteurs chiites. Face à la terrible révolution qui a décimé les Omeyyades aussi. Voilà. Hein, oui. Donc si l'on pense qu'effectivement... Donc c'est vraiment au nom du Deuxième Empire, en fait. Hein. C'est au nom de... Oui, au nom, ou du moins dans ce contexte. Je ne pense pas qu'il faille y aller jusqu'à imaginer qu'on avait un calife qui qui dictait, disons, la doctrine officielle. Mais c'est dans ce contexte... Dans ce climat, disons. Dans ce climat, dans ce contexte, qui est aussi, ne l'oublions pas, un climat traversé par des courants politiques et religieux contradictoires. Je viens d'évoquer la rivalité très forte entre chiites et sunnites. On pourrait penser aussi à l'opposition au IXe siècle entre les penseurs rationalistes, les fameux Murtazilites, et puis les penseurs traditionnalistes, oui. qui se mettent... C'est l'époque d'Ibn Hanbal, donc milieu 9e. Donc dans ce contexte, les sources, ce que nous, les historiens d'aujourd'hui appellent des sources, mais pour ces auteurs, que ce soit les hadiths, la sira, les chroniques, les ouvrages d'exégèse, toute cette littérature au sens le plus large du terme ne peut pas être, si je reviens maintenant à Wansbrough et Crone, ne peut pas être prise sérieusement en considération comme une source, précisément. Parce que ce sont pour Wansbrough, Crone et tout ce courant que l'on a appelé révisionniste ou plus justement peut-être sceptique, leur scepticisme est tel que ces textes ne peuvent pas être pris en considération de manière sérieuse, si je puis dire, par l'historien. Alors, bien sûr, il y a pu exister un noyau factuel à l'origine. Mais soit, et c'est un peu l'opinion de Wansbrough, peut-être même que ce noyau factuel n'a jamais existé, si l'islam est vraiment une construction tardive, soit, et je pense que ce serait plutôt l'opinion de Crone, ce noyau factuel a pu exister, mais il a été tellement recouvert par toutes les constructions ultérieures qu'il est impossible de le retrouver. Donc finalement, pour Wansbrough, Crone et tout le courant sceptique, une histoire des débuts de l'islam, une histoire solidement fondée des débuts de l'islam est purement et simplement impossible. Non seulement celle de la biographie de Mohammed, mais même celle du début de l'islam, c'est-à-dire des premiers califes, des premières conquêtes. Disons que toute l'histoire du 7e siècle est une histoire, pour eux, pratiquement ou même totalement impossible. Du fait justement de ce doute sur les sources, de ces sources donc de ce scepticisme fixées au IIIe siècle pour éclairer finalement des événements qui ont eu lieu 200 ans avant. Et pour donner une légitimité, moins pour éclairer des événements que pour donner une légitimité à l'islam dans sa double dimension religieuse et politique.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Pourtant, au tout commencement de la partie que vous consacrez à la biographie de Mohammed, en reprenant le titre de Jacqueline Chabi, l'impossible biographie de Mohammed, vous rappelez cette remarque d'Ernest Renan qui dit ceci en 1851, « La critique en général doit renoncer à rien savoir de certains sur le caractère et la biographie des fondateurs de religion, l'homme qui va écrire la vie de Jésus, donc l'hypothèse, enfin le travail sur l'hypothèse, il n'en est point de même pour Mahomet. Sa vie est demeurée une biographie comme une autre, sans miracle, sans exagération. » Alors là, donc, il y a toute une tradition historiographique qui est mise en cause par Wansbrough, Krohn et toute cette descendance. Hein. Voilà. Parce que Renan se trouvait devant une biographie plausible, disons. Plausible. Voilà, plausible. On n'était pas du tout dans le même contexte que pour, par exemple, la biographie de Jésus, où on dispose des textes de l'Évangile qui sont... Évidemment, pour n'importe quel lecteur, les textes des évangiles sont des textes fondamentalement religieux, hein, qui visent à construire l'image de Jésus dans la communauté naissante. La difficulté avec la Sira, c'est que quand vous lisez la Sira, cela se présente effectivement comme un récit historique plausible, même s'il est, s'il a toute cette dimension visant à construire une figure exemplaire de Mohammed. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à parler de raz-de-marée, ou que l'on parle plus volontiers d'école sceptique. Hein. C'est d'un courant sceptique, c'est-à-dire que c'est vraiment balayer toutes ces recherches et ces affirmations antérieures. Mais il y a aussi parfois la volonté de la part de la recherche d'élargir la question des sources, voilà, parce que... de voir par exemple, même si elles sont ténues, les sources non musulmanes qui rendent compte de cette période. Parce que finalement, aujourd'hui, nous sommes presque une quarantaine d'années, ou en tout cas une trentaine d'années après les grands écrits de Wansbrough. De l'école sceptique, disons. Voilà. Des fondements de l'école sceptique. Le grand mérite à mes yeux de ces affirmations que l'on peut considérer parfois comme outrancières ou excessives, c'est d'avoir forcé les historiens et les savants d'une manière plus générale, tous ceux qui écrivent sur les débuts de l'islam, à sortir du cercle fermé de ces sources du IXe siècle. Et à se poser deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres sources que ces textes du IXe siècle? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose avec ces textes du IXe siècle? Si vous me permettez, je vais répondre Bien à sûr. ces deux questions. Et comment, oui. Première question, vous venez de la poser, est-ce qu'il y a d'autres sources que celles de ces textes du IXe siècle? Eh bien oui. Et finalement, c'est peut-être l'avancée la plus importante. Le fameux livre de Robert Hoyland, non? Voilà. Oui. Hein, il y a qui le est assez livre... extraordinaire, qui s'appelle Seeing Islam as Others Saw It. Voilà. C'est-à-dire l'islam tel qu'il est vu tel qu'il a été vu par les autres. Voilà. Et ces autres, c'est précisément ces sources non musulmanes, c'est-à-dire des sources qui émanent en particulier des milieux chrétiens, des milieux juifs. Comme celle de Thomas le presbyte, c'est ça? Voilà. Et alors là, on a effectivement, vous avez tout à fait une source très ténue. On a 640 quand même, très 640, près. En 640, oui. Thomas le presbyte écrit... Même si c'est une page, mais c'est précieux. C'est pas une page, pardonnez-moi, oui, c'est plus, une ligne. Une ligne. C'est une ligne, mais une ligne ô combien précieuse. Thomas le presbyte écrit dans un monastère de Ras Al Ain en Haute-Mésopotamie, donc
à des centaines de kilomètres, hein, donc, Du Hijaz, oui. du Hijaz ou de la Palestine, et il écrit que il écrit en syriaque, hein, que les Tayaïés, c'est le nom Les courant, Arabes. nom courant, oui, Mm. dans les sources syriaques pour désigner les Arabes. Il écrit que les Tayaïés alors il y a 4 lettres syriaques, M, H, M, T. Évidemment, tout laisse à penser que ce sont les Tayaïés de Mahomet, hein, de Mohammed, quelle que soit la prononciation, de Mohammed, ont lancé une expédition sur Gaza si on rétablit par rapport à l'ère commune, en 634. Oui, c'est impressionnant. C'est faut assez dire. impressionnant, Ouais, parce ouais. que cela veut dire que ce clerc qui vivait dans un monastère de Haute-Mésopotamie, donc à des centaines de kilomètres, a entendu parler de cette expédition. Donc cela signifie que l'historicité de Mohammed ne peut pas être remise en question, hein. Cela signifie aussi qu'il y a eu un mouvement d'expansion en dehors de l'Arabie. Cela pose néanmoins une petite question, et non des moindres, c'est qu'apparemment Mohammed était encore en vie en 634. D'autant que à l'autre bout de l'ère, Remarquez, ça peut être les Arabes de Mahomet Oui. sans Mahomet. Hein. Enfin bon. ça pourrait, je suis d'accord, sauf que à l'autre bout du bassin méditerranéen, à Carthage, un clerc écrit cette fois en grec un traité apologétique dirigé principalement La contre les Juifs. Doctrina Jacobi, c'est ça? Exactement, Mhm. la Doctrina Jacobi. Et dans ce traité, là encore, une seule ligne, il évoque un prophète sarracène en C'est-à-dire Palestine. les habitants des tentes, quoi. C'est les c'est ça. habitants des tentes, Mm. l'étymologie est Mot discutée, grec, mais oui, bon, c'est un ça, mot voilà. grec qui Oui, renvoie en oui. tout cas aux habitants Ce de qui la donnera péninsule. Sarrazin, d'ailleurs. Oui, et qui renvoie aux habitants de la péninsule arabique. À la même époque, à des, je n'ai pas fait le calcul, mais à des milliers de Haute kilomètres. Mésopotamie, Et Africa, Haute-Mésopotamie, oui, voilà. en effet. Alors évidemment, ce n'est qu'une ligne, mais c'est une ligne extrêmement importante, qui nous laisse à penser qu'effectivement, Mohammed pourra être mort plus tardivement que ce que dit la Sira. Et dans un livre paru il y a exactement 1 an, Schumacher pense que ce problème n'est pas un simple petit détail chronologique, parce que finalement, vous pourriez me dire qu'il soit mort en 632 ou 634, ça change quoi? Schumacher pense que si Mohammed était effectivement présent en Palestine, donc à Gaza en 634, il serait, pourquoi ne pas penser qu'il serait mort là et non pas à Médine, comme le dit la Sira. Puis la fameuse chronique arménienne de 660, celle-là est importante, elle est un peu plus longue. Ah ben là, on a c'est une pas page. une ligne, on a une page. Voilà, l'évêque Sébéos. Et là, c'est pratiquement l'abrahamisme de Mohammed, qui est si on reprend Jaïd, ce qu'il appelle le coup de génie de Mohammed, de s'être articulé à Ismaël, ce qui n'était pas du tout évident. C'était pas là aussi présent dans la conscience arabe de l'époque, de s'assumer comme dans cette descendance-là, et pour la réalisation de cette fameuse promesse biblique, j'en ferai une grande nation. Et ben c'est moi qui en ferai une grande nation. Alors la page de Sébéos est intéressante parce que elle date des années 660, 670. Enfin, Sébéos n'en est pas vraiment l'auteur, hein, mais donc on dit du pseudo Sébéos si on veut faire un peu d'érudition, mais peu importe. L'essentiel, c'est que cette page précède en fait sous la plume donc de ce pseudo-Sébéos, le récit de la conquête de l'Arménie par les Arabes. Donc il relie très nettement la biographie, enfin les éléments biographiques sur Mohammed à la conquête arabe, à la conquête de l'Arménie par les conquérants venus de la péninsule arabique. Et on a là effectivement une page tout à fait intéressante où on a les éléments significatifs, en particulier le fait que Mohammed était un marchand. Comme le dit très justement Alfred Louis de Prémar, si on mobilise ces sources chrétiennes ou extérieures les plus anciennes, au mieux on arrive à écrire 2 pages sur Mohammed. Dans son livre sur les fondements Oui. c'est ça, lui aussi réfléchit sur cette même période. Hein. Absolument. Il s'interroge beaucoup et c'est lui aussi qui a beaucoup scruté ces sources chrétiennes. Voilà. Et donc de Prémar conclut à juste titre que si on prend ces sources chrétiennes les plus anciennes, au mieux on écrit 2 pages sur Mohammed. Ce qui conduit de Prémar à une sorte de gageure, c'est-à-dire que dans son livre sur les fondations de l'islam, il ne fait pas de biographie de Mohammed. Et il essaie plutôt de voir quels sont les milieux qui ont porté cet islam naissant, cet early islam. Et il organise son livre en 3 thèmes, précisément les marchands, les lettrés et les soldats. Alors, si on revient à la question posée tout à l'heure, les autres sources. Alors, ces sources
disons, extérieure pour la biographie de Mohammed, mais aussi pour l'histoire des débuts de l'islam, hein, de l'État, des conquêtes, de l'État naissant. Par ailleurs, une autre source documentaire, ce sont les documents, disons, de la pratique. Et je pense que les avancées les plus significatives C'est les fameux papyrus, là, c'est ça? Voilà. Ouais. Ce sont des milliers. Des milliers, des dizaines de milliers plutôt de papyrus, c'est-à-dire des documents de la pratique qu'on a retrouvés principalement en Égypte, c'est ça. où ils sont très bien, où le climat sec et chaud permet leur conservation, mais on en a retrouvé aussi. C'est une espèce de nouveau trésor à celui du Guéniza, quoi. Oui. Oui, on en a retrouvé aussi en Palestine, on en a retrouvé quelques-uns au Khorasan, enfin, donc en Asie centrale, oui. voilà, et ces papyrus ont des documents de la pratique, par exemple des lettres de chancellerie, des récépissés du pouvoir, Des contrats. et de nature extrêmement variée. Beaucoup de bilingues, là aussi. Hein. Au début, au 7e siècle, beaucoup de bilingues. Le papyrus le plus ancien est daté de 22 de l'Hégire. Et il est écrit l'an 22. Et comme ce papyrus est bilingue grec-arabe, on peut vérifier cette date de 22 par rapport à l'indication chronologique qui est l'année de l'indiction dans la partie, disons, grecque de ce document. Et l'année 22 de l'Hégire correspond bien à l'année 643. C'est un papyrus absolument extraordinaire que notre collègue Youssef Rageb avait édité déjà depuis longtemps, mais dont l'intérêt n'avait pas été perçu immédiatement, précisément parce qu'on ne se posait pas toutes ces questions que nous évoquons. Sur les sources. Voilà, sur les sources. Et que peut-on inférer de ce manuscrit alors de ce papyrus, on peut inférer. Ouais. Alors c'est une reconnaissance d'une réquisition forcée par le conquérant, le chef des armées en Haute-Égypte au moment de la conquête, 643. La conquête est donnée traditionnellement, la conquête de l'Égypte est donnée traditionnellement dans les années 640-645. Donc nous sommes au moment de la conquête, et donc un général impose, disons, le prélèvement sur le troupeau du village de 60 brebis pour nourrir ses soldats et ses marins. Ce document montre bien, donc confirme la conquête si besoin était, mais surtout montre une certaine forme déjà d'organisation. On n'est pas du tout dans le schéma de bédouins affamés sortant de la péninsule et ravageant tout sur leur passage. Il s'agit vraiment d'une armée de conquête organisée. Une armée de conquête organisée, et aussi ce papyrus montre un usage de la langue arabe. C'est comme un des plus anciens documents que nous ayons dans la langue qui est la langue du Coran et qui va devenir la langue arabe. De la chancellerie aussi. Oui, parce qu'elle va mettre un temps pour devenir langue de chancellerie. Oui, première traduction de documents de la chancellerie, c'est 75 ans plus tard, sous le califat de Abd al-Malik, au tournant des années 700. Ça, on va lui consacrer la part qui lui revient à cet Abd al-Malik. Et ce document montre aussi donc un usage de la langue arabe, et montre aussi une amélioration de l'écriture, notamment en portant avec des points diacritiques pour désigner les consonnes homophones. Et ce papyrus montre aussi, c'est peut-être moi ce qui me touche, parce que le plus vivement, c'est que ce papyrus nous montre qu'en 22, donc le calendrier hégirien s'était déjà imposé, du moins dans les sphères du pouvoir. Quand vous pensez par exemple que pour l'ère chrétienne, il a fallu des siècles et des siècles pour que l'ère chrétienne s'impose. Puis après, il y a eu pas mal de débats autour de la date de naissance de Jésus, etc. Là, 22 de l'Hégire, on est sûr, il y a déjà un calendrier qui est imposé. Un calendrier en référence à l'événement. Il n'est pas dit, il n'est pas question d'Hégire dans ce document, mais il peut penser que c'était en référence effectivement à l'Hégire, d'autant qu'on a quelques traditions qui sont rapportées dans ces textes du 9e siècle. Mais franchement, Françoise Michaud, un document comme celui-là confirme, en gros, ce que dit la chronique contestée. Parce que je sais que vous accordez un privilège immense à Tabari, mais ça me rappelle tout ce que Tabari nous rapporte sur la décision, après tout le débat, d'ailleurs, d'une très belle dramaturgie, je dois dire, lorsque Omar, suite à une série de consultations, a décidé d'instaurer
une date propre à l'islam Absolument. pour se distinguer. Les Romains ont leur date, les uns et les Persans ont leur date. Nous devons avoir, nous, en tant que grand État qui est en train de se mettre en place, symboliquement la notion de la date. C'était très important. Quelle date allons-nous choisir? Il y a eu tout un débat et décision donc de choisir l'hégire. Un très beau moment rapporté par Tabari, que vous aimez tant. Voilà. Alors que lui, Je ne sais pas si j'aime beaucoup Tabari, en fait. Enfin, il me semble, dans votre fiction du rapport entre le maître et le disciple face au maître, puisque là, j'imagine, vous vous adressez à vos grands maîtres par ce dialogue qui ouvre votre livre, Tabari est mis comme source heureuse, je dirais. Disons comme source centrale. C'est peut-être parce Et lui, il est un peu plus tardif, encore un siècle plus tard que mort en tous ceux qu'on a 923. cités tout à l'heure. Oui. Oui, lui, il fait la synthèse. Tabari Synthèse. fait la synthèse. Oui. Alors, Tabari, c'est vraiment une figure centrale hein, dans cette construction historiographique d'époque abbasside, hein, dont on a parlé pour le 8e siècle. Tabari est mort en 923. Vous montrez d'ailleurs d'une manière admirable de quoi il parle, de ce qu'il était, c'est-à-dire lui-même fait le choix par rapport à ce dont il dispose. Tabari est effectivement est central, hein, je veux dire, dans cette construction historiographique, et si je suis donc conduite naturellement à lui accorder une grande place. Je n'irai pas jusqu'à dire que je l'aime ou même que je l'apprécie, mais il est, disons, c'est un môle incontournable. Si vous permettez que nous revenons au papyrus, je vous ai donné l'exemple de ce document tout à fait exceptionnel, mais il est loin d'être le seul. On a une documentation papyrologique extrêmement importante pour le 7e siècle. Et je pense que dans quelques années, hein, il faut encore un petit peu de temps, on pourra tirer de cette documentation papyrologique énormément hein, de savoir, de connaissances, de précisions, qui vont, comme vous le disiez, effectivement confirmer certains points, parce qu'il est hors de question de penser que tous ces auteurs du 9e siècle sont des affabulateurs. Hein, ils ont effectivement... Il procède d'une tradition Voilà. orale et le fameux SNED, cette technique où il nomme Voilà. toute la chaîne des transmetteurs. Elle n'est pas seulement dans les hadiths, mais aussi pour la chronique, il en est de même. Et alors, si on regarde ces papyrus, par exemple, de cette documentation papyrologique, on voit très bien ce que nous évoquions tout au début de notre entretien, c'est-à-dire le fait que la conquête arabe n'a pas été une rupture brutale, mais que les traditions administratives en Égypte, puisqu'on a dit que les papyrus étaient provenaient essentiellement d'Égypte, une tradition administrative se poursuit. Il n'y a pas de solution de continuité entre la manière dont on prélevait les impôts avant la conquête arabe et la manière dont on prélève les impôts après la conquête arabe. Il y a bien sûr quelques modifications liées au changement de maître, mais il y a avant tout, il y a un grand débat pour savoir si les Arabes ont introduit un nouvel impôt de type capitation. Bon, on va laisser de côté ce débat quelque peu érudit, mais ce que nous montrent avant tout les papyrus, c'est une certaine continuité, une continuité certaine dans les traditions, les pratiques fiscales et administratives. Et le changement important se situe d'abord à l'époque de Abd al-Malik et puis ensuite tout au long... Al-Malik étant le calife omeyyade. Qui a régné de 685 à 705. Surtout très très célèbre comme étant le commanditaire du Dôme du Rocher. Voilà. À Jérusalem, oui. Tout à fait, et dont le règne représente un tournant, on aura peut-être... Et vous le désignez en tant qu'avec un point d'interrogation et avec beaucoup peut-être d'interrogations en rapport avec le scepticisme premier calife. Oh, mais ça, on en parlera après. Si vous me permettez, je voudrais juste évoquer à propos Oui. des papyrus. Par exemple, tout étudiant qui commence à apprendre l'histoire de l'islam médiéval sait qu'il y a 3 impôts, la zakat payée par les musulmans, la jizya payée par les non-musulmans et le grand impôt foncier qui s'appelle le kharaj, dont on pense que c'est un impôt coranique, hein, Eh bien, dans les papyrus, il n'en est jamais question avant 760. C'est très intéressant. Le mot n'apparaît jamais. Et quand je dis cela à des étudiants qui ont reçu une formation plus traditionnelle, ils ne veulent pas me croire. Pour eux, c'est proprement impensable.
Parce que non, le Ça Karach. se met en place, tout Ça se met en simplement. place, tout Oui, il y a un simplement. processus de Alors mise en évidemment, place. quand vous Oui. lisez les historiens du IXe siècle et notre cher Tabari, le Haraj, on dit qu'au moment de la conquête, on a prélevé la jizya et le Haraj. Mais non, ça c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, ce phénomène, disons, Voilà un détail passionnant, là, par contre, oui, Voilà. de rectification forte. En tous les cas, ça met en perspective le principe historique de la mise en place d'une entité en cours de formation. Voilà. Et c'est finalement la fine pointe peut-être de tout ce travail autour des débuts de l'islam, c'est de montrer qu'il y a eu des C'est siècles. passé par l'histoire, tout Voilà, simplement. des siècles Oui. de formation, que l'histoire est là, et que tout ce que l'on croit, disons, intrinsèque à Né de la l'islam, cuisse de Jupiter, si j'ose dire, je non. n'oserais pas, disons, tout ce que l'on croit, disons, de fondements prophétiques et coraniques, a une histoire, y compris le Karaj, hein, ou le Haraj, pardon, pour la prononciation. Dans les autres sources mobilisées aujourd'hui par les historiens, L'archéologie. l'archéologie est liée à l'archéologie, la numismatique, l'étude des monnaies anciennes, et l'épigraphie, l'étude des inscriptions. Un exemple, si vous me permettez, puisque, Bien sûr, c'est important. le nom de Mohammed, il apparaît 4 fois, si je me trompe, enfin juste dans le Coran. Il apparaît donc une fois sous la plume, Ahmed voilà, aussi. et plus une fois sous le nom d'Ahmed, les Oui, deux. oui. Il apparaît aussi une fois sous la plume de Thomas le Presbyte, sous la forme MHMT. Il apparaît effectivement dans le texte de Sébéos dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais en arabe, si l'on mise de côté le Coran, on y reviendra peut-être tout à l'heure, quand apparaît pour la première fois de manière certaine le nom de Mohammed, c'est sur une pièce de monnaie, une pièce d'argent, frappée en 685, Au temps d'Abdelmalek. au temps d'Abd al-Malik, mais par le calife Zubayr. rival, voilà, par un gouverneur De la Mecque, oui, par le gouverneur du calife Du Hijaz, oui. Ibn al-Zubayr, qui règne à l'époque au Hijaz. Et là, on a effectivement l'attestation Mohammed Rasulallah. Mais avant, jamais. Donc, la question Donc, Mohammed, envoyé de Dieu. oui. Donc, cette attestation est tout à fait étonnante. Pourquoi un gouverneur en Iran, à Bishapur très exactement, fait frapper une monnaie où on voit le nom apparaître Mohammed Rasulallah? La réponse suggérée par les spécialistes et que j'ai reprise dans ce livre, c'est que Ibn al-Zubayr, calife rival de Abd al-Malik, a besoin de renforcer sa légitimité. Et sa légitimité, elle est effectivement, on va dire, de type religieuse. Il est à la Mecque, hein, et il va se réclamer de Mohammed en faisant frapper sur cette pièce Mohammed Rasulallah. Preuve en est que quelques années plus tard, lorsque Abd al-Malik aura vaincu... Il reprendra pour son propre compte la formule. Il fait frapper une monnaie, cette fois à Homs en Syrie, hein, avec la même formule, Mohammed Rasulallah. Donc on voit bien là, disons, l'instrumentalisation, hein, de la religion pour légitimer le pouvoir de ces califes dans un temps de guerre civile, hein, une guerre civile extrêmement dure. Hein. Alors la question que l'on peut se poser, c'est évidemment pourquoi on n'a pas d'attestation de Mohammed avant. Et en particulier, on a retrouvé la tombe d'un Égyptien mort vers 650, où il y a en arabe, hein, l'inscription dit au nom de Dieu, mais il n'est pas fait question de Mohammed. Et là, on a deux réponses totalement contradictoires dans les études développées aujourd'hui. La réponse des sceptiques, c'est de dire, en fait, cette figure de Mohammed, elle n'était pas vraiment centrale. Encore présente, oui. Il s'était passé peut-être quelque chose en Arabie, mais cette figure de Mohammed était encore en construction. Cet islam du 7e siècle était à peine une religion nouvelle. C'était un vague monothéisme prêché par un homme ou un groupe d'hommes dans cette Arabie du 7e siècle. Il faut attendre la fin du 7e siècle pour que vraiment se forme une religion avec des caractères propres. Et puis l'autre réponse, développée plus récemment par notamment Jeremy Jones, qui est précisément un archéologue, hein, ou Robert Hoyland, de nouveau lui, et de dire, mais jusque-là, cet État naissant n'avait pas besoin de se référer à Mohammed. C'est la formation d'un État de type impérial,
qui cherche dans la figure prophétique une légitimation par, disons, on va dire, rivalité mimétique avec l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, comme naguère l'Empire sassanide, tirait leur légitimité de la référence à un Dieu unique et à la figure du Christ. Donc, par une sorte de rivalité mimétique, Ibn az-Zubayr et Abd al-Malik mobilisent à leur tour la figure de Mohammed pour légitimer leur pouvoir. C'est pour ça que on ne peut pas vraiment séparer, voyez, la construction Et l'histoire et l'histoire, hein, la construction d'une religion et la construction de l'État. de l'État. Et pour l'archéologie, alors Alors, là, pour l'archéologie, on est dans une situation tout à fait étonnante. surtout qu'on a un problème d'interdit de fouiller dans le Hijaz, c'est-à-dire dans le berceau même. Alors, exactement, d'interdit. En fait, c'est... Même si les Saoudiens actuellement cherchent à développer, développer l'archéologie. développer l'archéologie. Donc la situation est assez paradoxale, c'est-à-dire que des fouilles extrêmement importantes et extrêmement nombreuses ont été menées dans, disons, la Syrie au sens très large du terme, hein, la Syrie de... Là, on est plus dans le monde omeyyade quand même, non? oui, disons, alors en Jordanie, dans les territoires palestiniens, en Israël, au Liban, en Syrie proprement dite. Donc des fouilles ont été menées, ils sont encore... Enfin, non. Pas plus en Syrie malheureusement, mais sont menées, disons... Genkan, c'est assez récent, juste avant la guerre civile, je crois. Ah bah Denis Genkan a dû abandonner ses chantiers, oui. En 2011, je crois. Oui, au moment du début de la guerre civile. Ça, oui. Donc là, des fouilles extrêmement... C'était à Qasr al-Khair al-Gharbi, je crois, oui. Sharqi. Non, plutôt. Al-Harbi, vous avez raison. Qui est un de ces fameux châteaux du désert qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord-est de Palmyre. Et où il a trouvé... Très bel endroit, d'ailleurs. Magnifique. Cet archéologue... D'ailleurs, vous-même, vous en avez... il vous a prêté certains de ces photos, de ces découvertes. C'est ça qui illustre votre couverture, non? Ah oui, alors... Pour montrer justement qu'on est, puisqu'il s'agit des fragments très très épars et qu'on essaie de reconstituer à partir de ces fragments. Oui, j'ai choisi... C'est presque la métaphore du travail de l'historien aussi. C'est une métaphore et j'ai choisi cette couverture. Ce n'est pas simplement une illustration au sens habituel du terme. On cherche une belle image pour... J'ai mis grâce à la diligence, effectivement, à l'obligeance de Denis Genkan, qui a fouillé, comme vous le disiez... Qui est de Genève, un collègue donc de Genève, oui, qui a été doyen de la faculté des lettres pendant des années d'ailleurs. Qui a fouillé donc cette magnifique construction omeyyade qui date de la première moitié du 8e siècle, Qasr al-Khair al-Sharqi. Et il a retrouvé en 2009 les fragments de panneaux décoratifs en stuc, qui devait donc recouvrir les murs, des multiples morceaux de cet ensemble. À la suite d'un dont l'un représente un cavalier avec un faucon, quoi. Oui. À la suite d'un travail patient d'assemblage, il a réussi à reconstituer un certain nombre de panneaux, dont les deux plus importants sont ceux qui sont reproduits sur la couverture. L'un, un cavalier tenant un faucon, oui. Donc chasseur, hein, et l'autre une courtisane ou danseuse, une femme, hein, donc on le reconnaît bien avec notamment la poitrine dévêtue, qui sont donc deux illustrations, disons, des plaisirs de la cour. Hein. Et si j'ai choisi cette couverture, c'était d'abord précisément pour sortir d'une histoire des débuts de l'islam qui soit strictement religieuse, hein, puisque il ne s'agit pas de l'exclure, loin de là, elle est très centrale dans mon livre, mais pour montrer qu'il y avait autre chose que l'histoire religieuse, mais qu'il y avait notamment l'histoire de la construction de cet empire et de l'apogée de l'empire sous la deuxième moitié des Omeyyades, enfin disons ceux qu'on appelle les Marwanides. Mais c'était aussi parce que, comme vous le disiez, ces panneaux sont un peu emblématiques de la recherche qui se fait actuellement, hein. Il s'agit de rassembler des éléments épars. Oui. Voilà. Et pour l'instant, comme ces panneaux, vous voyez, il y a encore des trous, comme dans un puzzle. Là, il manque encore des morceaux. Denis Genkan me disait, s'il n'y avait pas eu la guerre civile, j'avais bon espoir de trouver les morceaux manquants, hein, dans les années qui viennent. Puis voilà que le drame syrien ne permet pas de trouver les morceaux manquants, mais... peut-être que dans cette histoire des débuts de l'islam va être progressivement complétée, enrichie, précisée par tout ce que l'on va trouver, hein, dans les années qui viennent.
Puis j'ai aussi mis 2 panneaux parce que je voulais suggérer que cette histoire des débuts de l'islam qui est en pleine reconstruction est encore une histoire dont on a du mal à faire la synthèse. Vous avez dit au début de notre entretien que mon livre faisait une synthèse. Une synthèse du chantier. je Voilà, dirais. c'est plutôt, voilà. Je préférerais le terme Absolument. état des lieux plutôt que synthèse, parce que je pense que la synthèse est prématurée. Hein, et précisément parce qu'on se trouve face à des chantiers qui Non, mais sont... la problématique est très bien exposée dans votre livre. C'est ça ce que je veux dire. C'est la problématique autour de quoi réfléchissent, pensent, cherchent les chercheurs aujourd'hui. Et je vous en remercie. Dans leur pluralité, d'ailleurs, de points de vue et dans leur profond désaccord, parce que c'est ça qui est passionnant. Oui. Tout le monde ne marche pas au pas dans cette affaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des panneaux différents, parce que tout le monde, on n'a pas encore une seule image qui fasse consensus. Et si brièvement sur l'archéologie, ces grands chantiers de l'espace, disons de ce qu'on appellerait le Levant autrefois, ont mis au jour un point fondamental à mes yeux qui est, comme pour les papyrus, mais peut-être encore plus nettement que pour la documentation papyrologique, que la conquête arabe n'a pas marqué une rupture. La conquête arabe ne D'où laisse... cette idée late antiquity, early Islam, Voilà. hein, Tout à fait. d'un seul tenant. D'un seul c'est-à-dire, tenant. donc, Quand- l'Antiquité tardive, l'islam, les débuts de l'islam s'articulent à l'Antiquité tardive. Et comme disait une archéologue très simplement, ils continuent à manger dans la même vaisselle, à vivre dans les mêmes maisons, à fréquenter les mêmes églises. Il n'y a pas de changement net. Et puis cette Arabie n'était pas ce Mais là, lieu totalement loin. Je veux dire, il était traversé. Il Absolument. était traversé par les courants culturels et spirituels. Et alors, de ce point de vue, l'archéologie nous a apporté vraiment pratiquement une nouvelle chronologie, hein, marquant bien que ce 7e siècle, un 7e siècle difficile à saisir, hein, qui échappe à l'appel et à la truelle de l'archéologue, parce qu'il n'y a pas de marqueur, hein, en particulier dans le domaine de la céramique, hein, il n'y a pas de marqueur du 7e siècle. Les marqueurs, c'est au 8e siècle. Là, on voit bien des changements, mais seulement au 8e siècle. Maintenant, on peut attendre beaucoup des chantiers de fouilles qui se sont ouverts En Arabie. en Arabie Saoudite. Hein. Par exemple, des fouilles dont je n'ai même pas parlé dans mon livre parce qu'elles sont très récentes, hein, dans des oasis alors pas du Hijaz, mais pas très éloigné, hein, des environs de Riyad, où on est à début, hein. Pour l'instant, la chronologie de ce site est encore difficile à faire, donc on en est au tout début, mais je pense que là, il pourra naître des informations très précieuses sur ce qu'était cette Arabie au temps de Mohammed. محمد بشر وليس كالبشر وليس كالبشر هو يا قدة يا قدة يا قدة يا قدة والناس والناس Bon, on arrive en fin d'émission et on a évoqué qu'un seul point de votre livre. J'ai aimé qu'on parle un peu du Coran avec toutes ces Alors, sur le recherches. Coran, on peut juste dire une phrase, parce que Oui. là on parlait des sources nouvelles. Je pense que là, une des grandes avancées dans les études coraniques, c'est la découverte des fragments coraniques conservés À Sanaa. à Sanaa, dans les combles de la Grande Mosquée, qui ont été mis au jour en 1972. Oui, il y a ce secret là-dessus. qui est Voilà, tout à pour fait l'instant, ils sont étonnant. encore très mal étudiés parce que les autorités saoudiennes ont eu très peur de la manière dont certains érudits occidentaux étaient prêts à s'emparer de ces textes pour, disons, tenir un discours qui était considéré un peu comme de simplement- dénigrement ou de blasphème. Mais bon, Oui. patientons un tout petit peu, Oui. hein, et dans quelques années, Ça, c'est sûr, ça va, voilà, oui, oui. là, il y aura des avancées tout à fait saisissantes. François Desroches a déjà publié il y a peu de Sur temps tous ces... un manuscrit très ancien, hein, oui, et qui on a correspond au quart du Coran, je crois. voilà, oui, et qui c'est date ça. de la troisième, pardon, 670 à Voilà. peu près, voilà. dernier quart du enfin disons vers 670-180. Le parchemin a été daté par radiocarbone, donc ces datations qui sont approximatives mais en même temps très certaines.
très sûr. Sur 3-4 décennies, c'est ça à Oui, peu parce près. qu'il y a une Oui. incertitude, mais disons qu'on a assurément des fragments du Coran du 7e siècle. Bref, là aussi, le Là- Coran doit être lu, analysé à la lumière des écritures dans l'Antiquité tardive, Torah, Psaume, Évangile, Diatessaron, Évangile apocryphe, homélie patristique, Mishnah, littérature midrashique. Et Donc, ça, c'est- encore une fois, cette articulation, voilà, c'est début l'articulation. de l'islam, Antiquité tardive. Et l'idée, si vous voulez, qu'on retrouve, qui est un peu une idée qui domine aussi le champ des études actuellement, c'est la suivante, c'est que l'islam n'est pas le début de quelque chose d'entièrement nouveau, mais la prédication de Mohammed et les conquêtes arabes marquent en fait le dernier épisode de toutes les transformations qu'a connues le Proche-Orient entre le 3e et le 7e siècle. Et dans cette perspective, le Coran doit être lu, compris, interprété, commenté comme la dernière des écritures de l'Antiquité tardive, comme vous venez de le dire. Beaucoup de chercheurs qui travaillent autour de cette question, beaucoup d'Allemands. Là, c'est important parce qu'en plus, ce sont les Allemands qui ont découvert le trésor de Sanaa, là, dans les combles de la mosquée de Sanaa. Donc voilà, c'est en devenir, tout cela est en devenir en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre en sous-titre « Jalons Jalons pour une nouvelle histoire Voilà. ». Il y a néanmoins des jalons qui me semblent aujourd'hui clairement posés, en particulier une approche d'une nouvelle chronologie qui rattache le 7e siècle à l'Antiquité tardive et qui considère que le règne de Abd al-Malik entre 685 et 705 marque vraiment un tournant. Effectivement, comme vous le reliez tout à l'heure de manière un peu provocatrice, j'ai intitulé un chapitre Abd al-Malik, le premier calife de l'islam. Voilà. Je sais très bien qu'il y a eu d'autres Bien sûr. califes avant lui, mais c'est peut-être celui qui a vraiment fondé un État de type impérial, qui a vraiment fondé un empire islamique, marqué un tournant dans le domaine de la monnaie, de l'administration, du recrutement de l'armée. Dont le dôme du rocher est un des symboles. Voilà, et le dôme du rocher est assurément un symbole du triomphe de l'islam comme religion face aux autres monothéismes, mais aussi et autant un symbole du triomphe de l'islam comme force politique face aux autres empires, essentiellement face à l'empire byzantin. Et le fait que le dôme du rocher ait été construit à Jérusalem est évidemment hautement symbolique, mais pose aussi la question de la place de Jérusalem dans cet islam des origines. Et son architecture, comme son décor, vraiment explicite, visualise le lien avec l'Antiquité tardive, puisque c'est la réalisation parfaite, selon Écochard, de toute la problématique du plan centré qui a commencé avec l'orchestra grec. Merci infiniment Françoise Michaud pour ses débuts de l'islam. Jalons pour une nouvelle histoire. Je rappelle que ce livre est paru dans la collection L'Islam en débat chez l'éditeur Téraèdre. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Coordination Dominique Compétissa, son technique Benjamin Vignal, réalisation mise en onde François Connac, qu'ils soient remerciés tous les trois.
Merci.